Donc, vous connaissez tous les modalités classiques de lecture et ces dernières années, on parle de plus en plus d'une utilisation de la physiologie pour mieux comprendre le rythme cardiaque fœtal, mieux l'interpréter et pouvoir mieux agir, être plus pertinent dans nos choix sur cette base. Alors ça, c'est une petite synthèse là, ce que je vous présente d'un ouvrage qui est l'ouvrage un peu de référence sur l'interprétation du rythme de Chandra Hahn et qui a été quand même pas mal intégré dans la dernière reco sur le rythme anglaise du NICE en 2023. Bon, en premier, alors, il faut comprendre ce qu'on cherche. En fait, ce qu'on cherche, c'est à savoir éviter des morts fœtales ou des lésions cérébrales qui elles-mêmes sont secondaires à l'hypoxie. Et il faut distinguer différentes situations. Hein. Le fœtus qui a une oxygénation normale. L'hypoxémie, c'est le fait que l'oxygène baisse dans son sang. L'hypoxie, c'est lorsque l'oxygène manque dans les tissus. Tant que c'est réversible, que c'est transitoire, le fœtus peut s'adapter. Et si ça se prolonge, si c'est trop important, bien entendu, c'est là que peuvent survenir ces lésions et c'est ça qu'on veut prévenir. Alors, un petit rappel simplement sur l'acidose. Il y a deux composantes. Une respiratoire qui finalement n'est pas grave, ne correspond pas à un risque tissulaire. Il y a une accumulation de CO2 et pour l'évacuer, cette réaction chimique qui crée des ions H+, il faut se rappeler la notion de pH eucapnique. C'est qu'on peut l'estimer en retranchant au pH classique 0,07 points par tranche de 10 millilitres de mercure pour la PaCO2 au-delà de 60 mm de mercure. Vous avez un pH 6,98 avec une PaCO2 à 80, bah, vous pouvez rajouter 14. C'est un pH à 7,13. Ces fœtus-là vont bien mieux récupérer que celui qui est à 98, et notamment en expertise, c'est un truc qu'il faut savoir regarder. L'acidose métabolique, bah là, c'est quand on manque d'oxygène dans les tissus, s'engage une réaction anaérobie qui est moins performante, qui va créer des ions H+, et qui va créer de l'acide lactique, avec cette fois-ci une vraie acidose métabolique qui, elle, est très corrélée aux lésions. Vous voyez, au niveau circulatoire, en fait, quand il y a des créations d'ions H+, ils vont être tamponnés et ça va consommer les bases dans l'organisme. Et c'est donc ce base excess que l'on mesure et qui va traduire l'acidose métabolique. Idéalement, il faudrait l'avoir au niveau du fluide extracellulaire, mais ça, c'est pas mesurable. Et on peut l'avoir au niveau du sang et c'est très bien corrélé au fluide extracellulaire. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué ensemble, hein, l'hypoxémie, c'est quand ça diminue dans le sang artériel, l'hypoxie dans les tissus, comment hein, l'acidose métabolique a un pH artériel inférieur à 7 et un base déficit supérieur à 12. Une approche aussi qu'on peut avoir, c'est les lactates artériels, c'est quand ils sont supérieurs à 10 qu'on évoque une acidose métabolique. Alors, à la naissance, on garde le score d'Apgar à 1 minute et à 5 minutes. Et vous voyez qu'à 1 minute, il est surtout important pour décider si on va entreprendre une réanimation, mais Apgar à 1 minute n'est pas prédictif des lésions. C'est celui à 5 minutes qui a une association plus forte avec l'issue neurologique à court et à long terme et avec le décès néonatal. Vous voyez les médianes du pH artériel à la naissance, c'est 7,25. Pour le base déficit au niveau du sang, c'est 5,6. On peut distinguer un peu la situation du fœtus de celui de l'adulte. Nous, on est dans un milieu qui est riche en oxygène et on peut réagir en respirant plus, mais le fœtus, lui, n'a pas cette possibilité. Pour le protéger, il a une hémoglobine qui a une affinité plus forte pour l'oxygène. Elle est en quantité augmentée. Hein. Une hémoglobine normale pour un fœtus, c'est entre 18 et 22 grammes par décilitre. Quand il va manquer d'oxygène, pour protéger son cœur, il va ralentir. C'est les ralentissements qu'on voit sur les monitorings pour que le cœur, à la fois, soit moins consommateur d'oxygène. Il augmente le temps de diastole et donc la perfusion coronaire. Et quand il ralentit, eh bien, il protège son cœur, mais pas plus son cerveau. Et donc, ce serait délétère pour le cerveau. D'où cette oscillation entre les ralentissements avec une baisse de la fréquence de base, mais qui doit retrouver très régulièrement. Alors, si on s'intéresse à l'hypoxie, on voit qu'il y en a quatre types. L'hypoxie aiguë, c'est la situation du ralentissement prolongé, ce qu'on appelait avant la bradycardie. L'hypoxie subaiguë, qui est la situation dans laquelle il consomme l'oxygène et il retrouve ses niveaux de base de façon courte et ça lui augmente le stress hypoxique progressivement, mais dans cette situation, on a un peu plus de temps, de l'ordre de 30 à 60 minutes.
L'hypoxie d'évolution progressive, alors je crois que c'est la plus intéressante à étudier parce que c'est celle-là qui est difficile à interpréter. C'est ces rythmes dont on se dit qu'on peut les surveiller un certain temps, mais qu'il faut essayer de voir ce qui se passe. Alors on termine par quelque chose qui sort un peu du sujet, c'est l'hypoxie chronique, puisque finalement c'est celle de l'insuffisance placentaire et elle est souvent prépartum. C'est plus le RCIU, la prééclampsie, enfin les situations qui font que il n'y a pas assez d'oxygène. Mais par contre, on sait qu'en intrapartum, on va surajouter une hypoxie qui va venir dégrader encore les choses. Alors justement, on commence un peu par la fin. La première chose à faire pour analyser un rythme, c'est de tenir compte du contexte pré- et perpartum. C'est-à-dire en fonction de la situation dans laquelle on est, ça n'est pas exactement la même chose. Chaque fœtus a sa propre réserve physiologique unique qui peut être modifiée par des facteurs anténataux et intrapartum. Notion de réserve placentaire, vous voyez qu'à chaque contraction, on a une vasoconstriction des vaisseaux de la chambre intervilleuse. Le fœtus doit alors utiliser le sang qui reste dans cette chambre intervilleuse pour s'oxygéner le temps de la contraction, d'où cette idée de réserve placentaire. Dans le RCIU, il n'y a pas beaucoup de villosité, il y a une baisse de la surface d'échange, donc il y a moins de sang au niveau de cette chambre intervilleuse. Dans le diabète, on a un œdème des villosités. Là encore, avec un mécanisme tout à fait différent, ça va réduire le volume de la chambre et ça fait que ce sont des fœtus qui résistent moins bien à l'hypoxie. Le contexte clinique, donc, ça apparaît mieux sur le tableau suivant. Finalement, il y a des facteurs de risque prénataux maternels, l'utérus cicatriciel, les troubles hypertensifs, la RPM prolongée, les métroragies de sang rouge, la suspicion de chorioamniotite ou de sepsis, le diabète préexistant, le diabète gestationnel nécessitant une médication. Ça, c'est issu du NICE 2023. Les facteurs de risque prénataux, fœtaux, c'est les présentations non céphaliques, le PAG sévère en dessous du 3e percentile ou le PAG en dessous du 10e percentile associé à des anomalies Doppler ou du liquide ou s'il y a un infléchissement de la croissance qui a été observé, le terme dépassé, l'anhydramnios, le polydramnios, la réduction des mouvements fœtaux dans les 24 heures qui précèdent le début des contractions sont des facteurs de risque avant même que le travail ne commence. Au moment du travail, il y a également des facteurs de risque quand les contractions sont trop fréquentes, plus de toutes les 2 minutes, quand il y en a plus de 5 en 10 minutes, le liquide méconial, la fièvre, la suspicion de chorioamniotite ou de sepsis, douleurs rapportées par la femme qui semble sur la base de sa description de son expérience antérieure différer des douleurs normalement associées aux contractions, peut-être parce qu'elles sont plus fortes. Ça, c'est toujours le NICE, saignements vaginaux frais, liquide taché de sang non associé au toucher vaginal, probablement d'origine utérine, le fait que la mère ait un pouls supérieur à 120 au moins à 2 reprises, l'hypertension artérielle alors au-dessus de 16, 11 ou au-dessus de 14, 9 si c'est constaté plusieurs fois, le retard confirmé dans la première ou la deuxième étape du travail, l'analgésie régionale, l'utilisation d'ocytocine sont aussi des facteurs de risque. Donc ça, c'est un peu des checklists qu'il faut se passer à chaque fois qu'on regarde un rythme. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque pré-partum? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque intrapartum? Et vous voyez alors là, sans le détailler, le tableau du NICE sur la lecture du rythme. Et quand on est finalement dans une situation où il y a des facteurs de risque intrapartum ou prépartum, un seul critère orange suffit à classer en pathologique. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les différents éléments du rythme en essayant de le comprendre sur les bases de la physiopathologie. Le rythme de base, donc en dehors de toute accélération ou décélération, il doit être compris entre 110 et 160 pour un fœtus à terme. S'il est plus de 10 minutes à 160, ça définit la tachycardie. Ça peut être physiologique chez un bébé prématuré puisque le rythme se ralentit progressivement au fur et à mesure de la gestation sous l'influence du parasympathique. Ça peut être secondaire à une fièvre maternelle, à une déshydratation, à une infection, à des traitements comme par exemple les bêta-mimétiques. Et s'il a été précédé de décélération, ça peut être l'évolution d'une hypoxie graduelle. La première chose qui arrive quand un fœtus a une hypoxie installe, c'est qu'il accélère son rythme de base pour mieux s'oxygéner. Et par contre, vous voyez, c'est important de tenir compte de l'existence de ces décélérations, c'est-à-dire que si on voit un rythme en cours de travail qui s'accélère sans avoir observé aucune décélération, ça ne suggère pas que ce soit une hypoxie. Donc c'est vraiment quand on a cette association décélération et accélération, on évoque le fait que ce soit un signe de lutte du fœtus. Toujours comparer les rythmes de base d'enregistrement précédents à la mise en travail. Si elle était venue la veille, si on sait à combien elle était, ça peut être intéressant de voir qu'elle revient avec 20 en plus. Et on se dit, c'est peut-être passé quelque chose. En post-terme, le parasympathique est prédominant. Donc, on a une baisse du rythme de base
Alors autant, vous voyez, à 37 semaines, un rythme à 160, on va peut-être pas beaucoup s'inquiéter. Sur un post-terme, un rythme à 160, c'est très suspect. Rythme de base stable, toujours rechercher ce qui reflète la bonne oxygénation des organes centraux. Donc le rythme de base qui est stable, qui ne s'accélère pas, la variabilité conservée, le côté cyclique de la variabilité, un rythme de base, et des accélérations transitoires. Physiopathologie toujours, donc en fait les catécholamines elles viennent en réponse au stress chronique persistant, sécrétion de catécholamines, adrénaline, noradrénaline, avec l'activité sympathomimétique, ce qui augmente la fréquence cardiaque, provoque une vasoconstriction périphérique et redistribue le sang au niveau des organes vitaux. Une fréquence graduelle avec augmentation du rythme de base. Attention, chaque bébé a son propre rythme de base. Si augmentation à 110, 150 témoigne d'un relâchage de catécholamine. Alors, les accélérations se définissent par le fait d'avoir une augmentation du rythme de plus de 15 battements par minute pendant plus de 15 secondes. Et c'est lié à l'activité du fœtus. C'est le fœtus qui bouge, comme nous, quand on bouge, on a le rythme qui s'accélère, et c'est un signe de bien-être fœtal. On va voir que quand elles disparaissent, c'est un signe qui peut évoquer le fait que le fœtus est moins bien. Dans la reco NICE, ce qui est retenu, c'est que quand on a des accélérations, c'est vraiment un critère assez fort pour dire que le fœtus va bien. Par contre, quand elles disparaissent, il ne faut pas en conclure trop vite qu'il y a un problème. Donc, l'hypoxie d'évolution graduelle, finalement, c'est un fœtus qui a le temps de mobiliser ses ressources pour compenser l'hypoxie. Donc, on va avoir des décélérations, des pertes d'accélération. On va avoir la sécrétion de catécholamine avec une augmentation du rythme de base. Le premier signe de la chorioamniotique, c'est aussi l'augmentation du rythme de base sans qu'il y ait de décélération auparavant. Donc, pensez à la chorioamniotique quand vous voyez le rythme qui s'accélère alors qu'il n'y a pas eu de décélération qui le précède. Donc, quand on regarde comment ça s'est traduit dans le NICE, vous voyez, normal, c'est entre 110 et 160. Critère orange, quand on a une augmentation de plus de 20 battements par minute en cours de travail. La ligne de base indéterminée aussi est classée orange. Vous savez, c'est ces rythmes où on ne sait plus trop si c'est des 160 qui ralentit ou si c'est un 120 qui s'accélère régulièrement parce qu'il bouge beaucoup. Et 110, donc ça peut être à terme sur un fœtus qui est bien stable, et si c'est isolé, ça doit être considéré comme normal, mais par contre, un peu plus précocement dans la gestation, il faut se méfier de ces rythmes-là. Rouge, c'est en dessous de 100 ou supérieur à 160. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans la reco. Ça me semble un critère un peu sévère parce que c'est quand même assez souvent qu'on a des fœtus qui sont au-dessus de 160. Pensez bien au terme à ce moment-là. À 37, c'est pas la même chose qu'à 41. La variabilité, elle est le résultat de cette lutte qu'il y a en permanence entre le sympathique et le parasympathique, avec cette interaction qui en permanence fait monter et descendre la fréquence cardiaque. Et ce qui traduit cette lutte, c'est la variabilité du rythme. Le rythme est normal quand on a une variabilité entre 5 et 25 battements par minute. Si elle est diminuée, ça peut être une phase de sommeil courte ou une hypoxie du système nerveux central. Ça peut être le fait d'un traitement, les vitaminétiques peuvent faire ça. Ça peut être un signe d'infection. Si elle est augmentée, ce qu'on appelle un rythme saltatoire de plus de 25 battements par minute, ça peut être le signe d'une hypoxie d'évolution rapide. Donc les phases de sommeil calme, elles s'accompagnent d'une variabilité diminuée, alors que c'est plus important en phase de sommeil paradoxal et en phase d'éveil, qui va nous permettre de distinguer la baisse de variabilité liée au sommeil de celle qui est liée à l'hypoxie. C'est le cycle. C'est le fait que les phases de faible variabilité alternent avec des phases de variabilité meilleure. On disait classiquement 30 minutes, et vous voyez dans ces repos, ça peut durer jusqu'à 50 minutes. On disait 30, 40, et là, c'est même 50. Alors, en pratique, vous voyez, on distingue deux situations, finalement. Chez la femme qui n'a pas de facteur de risque prépartum, intrapartum, on peut tolérer une variabilité inférieure à 5 pendant 30 à 50 minutes. Par contre, en cas de facteur de risque, on considère ça comme pathologique au bout de 30 minutes. Les décélérations. Donc, on a deux types de décélérations, celles qui sont liées aux barorécepteurs et celles qui sont liées aux chémorécepteurs. Celles qui sont liées aux barorécepteurs, ce sont donc des capteurs de pression au niveau de la carotide et de la crosse de l'aorte. Alors, les précoces classiques, c'est la pression sur la tête, et les variables, c'est la pression sur le cordon. L'augmentation de la pression systémique donc stimule les barorécepteurs. On a une impulsion du système parasympathique qui inhibe le nœud atrioventriculaire. On a une baisse de la fréquence cardiaque.
Et quand la pression se réélève, on va avoir un retour rapide à la fréquence cardiaque de base. À l'inverse, avec les chémorécepteurs, donc qui sont eux aussi au niveau de l'aorte, de la carotide, du cerveau, on a un changement de la composition biochimique du sang qui correspond à une augmentation des H+ et du CO2, une activation du système parasympathique avec baisse de la fréquence cardiaque. Mais la différence, c'est que cette composition chimique s'installe plus lentement. Donc, on va avoir un décalage du ralentissement par rapport à la contraction et ça va être des tardifs avec à la fois un ralentissement qui survient plus tard et un retour à la ligne de base qui survient plus tard que la contraction. D'où les tardifs, dont le début et le retour est plutôt progressif, avec une variabilité qui peut être réduite. Il est initié plus de 20 secondes après le début de la contraction. Le nadir est après l'acmé de la contraction, donc le point le plus bas après le point le plus haut de la contraction. Et le retour au rythme de base se fait après la fin de la contraction. Donc, dans l'hypoxie d'évolution graduelle, le fœtus a le temps de mobiliser ses ressources pour compenser. On a des décélérations. On va avoir une perte d'accélération. Quand il y a déjà un petit peu d'hypoxie, il arrête de bouger pour garder son oxygène pour les organes nobles. On va avoir une sécrétion de catécholamine avec une augmentation de rythme de base. Mais ça, c'est des signes de compensation. Il n'y a rien de lésionnel et on peut surveiller ce type de rythme si on pense que l'accouchement n'est pas trop. Alors, si on essaie de traduire un petit peu les étapes de cette hypoxie graduelle, vous voyez, on part d'un rythme normal, 110-160, 5-25 de variabilité, il y a des accélérations, il n'y a pas de décélération. Apparition de décélération, donc protection du myocarde, allongement de la diastole, meilleure oxygénation myocardique, diminution de la consommation en O2. Puis perd des accélérations, il se met à plus bouger parce qu'il compense. Diminution de la dépense en O2, diminution des mouvements actifs et la stimulation du système nerveux somatique. Augmentation du rythme de base, c'est la protection du cerveau avec activation du système nerveux sympathique, catécholamine surrénalienne qui sont sécrétées, vasoconstriction périphérique, accélération de la fréquence cardiaque pour une meilleure oxygénation des organes centraux. Et survient ensuite une diminution de la variabilité, qui est à moins de 5 pendant plus de 40 minutes avec perte de cyclicité, ce qui traduit une hypoxie centrale, diminution de l'oxygénation des noyaux centraux ou du système nerveux autonome, disparition de la lutte sympathique et parasympathique, et on arrive à la bradycardie terminale avec une hypoxie myocardique, diminution progressive du rythme cardiaque de base sans parvenir à récupérer le rythme cardiaque de base, arrêt cardiaque. Ça, c'était le graduel, donc tout ça est assez progressif. L'hypoxie subaiguë s'installe plus rapidement, donc l'objectif c'est toujours de protéger son cœur. Et quand finalement le fœtus a moins d'un tiers du temps à son rythme de base pour protéger son cerveau, il va y avoir une dégradation progressive du pH. Finalement, les phases de récupération ne sont pas assez longues par rapport aux phases où il est en hypoxie. Il faut penser dans ces situations-là à tout ce qui est hyperstimulation, faire une tocolyse d'urgence en cas d'hypercinésie. Si on est en train de faire des efforts de poussée, c'est un réflexe qu'on n'a pas toujours. Là où on pourrait se dire il faut vite l'extraire, finalement faire pousser une fois sur deux, c'est une façon de le laisser récupérer entre deux contractions et on peut s'en sortir comme ça pour un fœtus qui est pas très loin, qu'on n'a pas forcément envie d'extraire. Situation d'hypoxie subaiguë, c'est quand le fœtus passe moins de 30 secondes à son rythme de base et plus de 90 secondes dans les décélérations. On voit que dans cette situation, la chute du pH elle est de 0,01 en 2-3 minutes, ce qui fait que finalement, pour perdre 0,1 point de pH, il faut en 30 minutes. Donc finalement, si on partait d'un fœtus qui était pas si mal avant, on a quand même pas mal de temps devant soi. L'hypoxie aiguë, elle, c'est quand il y a une chute brutale et importante du rythme cardiaque fœtal. Le fœtus diminue sa consommation d'O2, le ralentissement prolongé qu'on appelait avant la bradycardie. Chute du pH, c'est de 0,1 par minute. Non, là, on a plutôt 10-20 minutes pour l'extraire. Donc, c'est la situation du code rouge. On retrouve derrière le subaigu et l'aigu un peu le code orange, code rouge. Donc, quand on est dans cette situation, donc il faut éliminer les causes réversibles. On veut, on élimine la procidence du cordon, la rupture utérine, l'hématome rétroplacentaire, qui nécessite bien entendu un accouchement immédiat. Et quand on n'est pas dans ces situations, on va pouvoir faire cette ressuscitation in utero. Si on a une hyperstimulation utérine, on arrête l'ocytocine, on fait une tocolyse d'urgence. S'il y a une hypotension maternelle, on la met en DLG, on la remplit et on fait de l'éphédrine. Avec la règle du 3, 6, 9, 12, ralentissement dure plus de 3 minutes, on appelle à l'aide. À 6 minutes,
On met en place les mesures de correction de la iatrogénie pour augmenter l'oxygénation du fœtus. Si à 9 minutes, il n'a pas récupéré, on transfère en salle de césarienne pour essayer d'extraire à 12 minutes. On a une naissance avec un schéma de ce type en 15 minutes, ce qui finalement il fait une chute du pH de 0,15 qui nous laisse espérer que le fœtus ira bien. On a 90% de récupération en 6 minutes si on avait un rythme cardiaque normal juste avant et s'il reste oscillé dans la bradycardie dans les 3 premières minutes du ralentissement. Quand on a une bradycardie avec un rythme plat au fond, c'est généralement une situation assez critique. Question. Mettre de l'oxygène à la maman, ça rassure. On dit que ça ne change plus rien. Tocolyse d'urgence. C'est du Bricanyl en injection. Ça permet au fœtus aussi de récupérer pendant un petit peu de temps et justement par rapport au côté qui peut être un peu subaigu. Oui, non, on l'utilise beaucoup quand même, y compris pendant la bradycardie extrême. Il aurait peut-être récupéré sans ça. Dans les situations, surtout, il y a une hypercinésie. On recommence le synto plus lentement. Parfois, ça continue même sans synto. Bon. Donc les ralentissements, vous voyez que dans les repos du NICE, donc l'absence de ralentissement sévère, les précoces sévères, c'est même plus un peu pathologique, quoi. C'est carrément normal, quoi. Les variables qui n'évoluent pas vers des caractéristiques préoccupantes sont aussi en vert, alors que vous voyez que les caractéristiques préoccupantes qu'ils ont reprises, c'est le fait que ça dure plus de 60 secondes, l'absence de variabilité dans le ralentissement, le retour lent ou absent au rythme de base et la perte de l'épaulement. Donc sont orange les variables répétées avec toutes les caractéristiques préoccupantes pendant moins de 30 minutes, les variables répétées avec des caractéristiques préoccupantes même pendant plus de 30 minutes, et les tardifs dès 30 minutes. Pendant moins de 30 minutes, ça reste orange et c'est rouge à partir de 30 minutes. Les variables répétées avec toutes les caractéristiques préoccupantes pendant plus de 30 minutes sont considérées comme pathologiques. Alors juste un petit aparté parce que je l'ai éliminé là du topo, mais ils insistent beaucoup dans la reco NICE sur le fait de bien enregistrer le rythme cardiaque maternel, de bien le distinguer du fœtal, d'où l'utilité d'avoir un monitoring de la mère et de toujours bien contrôler à chaque analyse que c'est pas le même rythme. À l'expulsion, ils disent de bien le différencier toutes les 5 minutes. Si on n'est pas sûr que c'est pas la mère qu'on enregistre, il faut soit mettre une électrode de scalp, soit faire une extraction rapide. Alors, dernier point, c'est la communication. Il faut essayer de sortir parfois, quand on est en train de surveiller un rythme depuis longtemps pour la sage-femme, il peut y avoir un certain phénomène de tunnelisation. Là, on voit des petites choses, puis elles perdurent, et puis on fait pas attention à l'augmentation du rythme de base, ça s'empire effectivement. Et il peut y avoir une vraie tunnelisation, et c'est important d'en sortir. Et l'idée, c'est que sur un tracé douteux, il faut facilement communiquer. Alors, soit avec une sage-femme senior, soit avec la collègue qui est là, ou avec l'appel du senior qui va pouvoir avoir un œil neuf sur le rythme, reprendre une analyse systématique, reprendre les facteurs de risque, reprendre l'évolution. Vous voyez que cette grande étude du Royaume-Uni qui avait été faite sur justement la possibilité de réduire les morts et les anomalies cérébrales perpartum, ils avaient montré qu'il y avait un certain nombre de facteurs, le défaut d'enregistrement ou maternel, le manque de connaissances sur l'interprétation, c'est ce à quoi on essaie de pallier avec ces modalités d'interprétation, le manque d'incorporation du tableau clinique complet, le délai d'intervention, c'est les codes rouges, les codes oranges, et le défaut de communication, avec le rappel de cette modalité de communication là, qui est promue par l'HAS, qui est le SAED, toujours dans une communication, dire quelle est la situation, le background, et quels sont les antécédents, comment on évalue les choses et formuler la demande. Donc on appelle parce qu'on a un rythme suspect ou patho, on dit à quelle phase de travail on est, il faut dire s'il y a des facteurs de risque pré ou partum, il faut faire une synthèse de la situation un peu en code, quoi, en disant voilà j'aimerais que vous veniez, et ensuite voilà j'aimerais que vous voyiez le rythme, j'aimerais que vous veniez le voir, pour venir tout de suite, enfin faut un message clair, et c'est bien que la personne qui reçoit le message reformule des keep home messages, la différence des take home messages, puisque je suis chez vous, donc c'est juste qu'il faut garder chez vous, tenir compte du contexte peut-être, analyser le rythme avec le caractère évolutif et faire attention aux modalités de communication.